Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Merci. Eh bien, c'est un plaisir que d'être ici parmi vous. Et c'est également un plaisir que d'être le dernier à m'exprimer, car cela me permet de remercier Roger et Nick pour cette très belle conférence qui a été très proactive et qui nous a permis de rassembler des spécialistes éminents sur ces sujets. J'ai pour ma part beaucoup appris et j'ai beaucoup apprécié cette conférence, donc merci. Mais je vais écourter mes remerciements car je n'ai pas énormément de temps et je ne souhaiterais pas le passer à vous remercier car j'ai bien d'autres choses à vous dire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une analyse dynamique du bien-être humain dans le contexte du réchauffement mondial. Et l'article que je souhaitais vous présenter aujourd'hui est un projet sur lequel nous travaillons depuis quelque temps avec John Romer et Joachim Silvestre de l'Université de Californie. Et ce que nous faisons dans ce travail est motivé par la situation du réchauffement climatique et nous voyons que le changement climatique soulève deux problématiques. Tout d'abord, celle de l'équité entre les générations, à savoir comment devons-nous distribuer le bien commun public de manière équitable entre différentes générations, et ensuite celui de l'équité intragénérationnelle, à savoir avec ce dont nous disposons aujourd'hui, quelle est la manière équitable de la distribuer entre les différents pays. Et ce que nous allons essayer de faire ici, c'est de traiter de ces deux problématiques. Et pour ce faire, nous commençons par des modèles simples à partir desquels nous évoluons. Donc j'aimerais vous parler de trois modèles différents qui permettent d'aborder différentes parties de la question. Donc les modèles A et B, nous n'avons toujours pas trouvé de nom plus approprié. Donc les modèles A et B traitent tous de l'équité intergénérationnelle. Le modèle A traite de l'incertitude par rapport aux générations à venir, mais n'inclut pas le changement climatique et est strictement intergénérationnel. Le modèle B ne tient pas compte de l'incertitude, donc il est plus simple, mais le modèle B nous permet d'aborder le changement climatique et il est évidemment purement intergénérationnel. Quant au modèle C, il capitalise sur le modèle B et introduit la notion d'intragénérationnel, d'équité intragénérationnelle entre le Nord et le Sud. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur le modèle C parce que pour l'instant nous en sommes encore à l'étape des recherches préliminaires. Donc tout d'abord, nous sommes concentrés sur les critères normatifs que nous allions adopter. Le critère est le critère de durabilité. Et quand on parle de durabilité, on a deux concepts. D'abord, la durabilité pure, donc l'idée de Maximine ou de Rawls. Nous savons que Rawls n'était pas très en faveur de l'utilisation de Maximine, mais on peut également parler de durabilité pour voir quel pourrait être le bien-être maximum de l'humanité qui pourrait être maintenu à jamais, et quel est le niveau de bien-être que nous pouvons maintenir constant dans le temps. Et parce que peut-être souhaiterions-nous maintenir de manière durable le bien-être, mais également le faire croître. Donc plus particulièrement,
nous adopter l'utilitarianisme actualisé dans ces modèles. Et pour ce qui est de l'incertitude, nous avons des choses à dire sur ce qui est des relations entre durabilité, utilitarianisme d'un côté et utilitarianisme pur de l'autre. Donc, ce que nous faisons, donc évidemment, j'essaye de mettre en lumière ce qui est différent. Et ce que nous faisons dans les modèles B et C, c'est que nous essayons de voir quelles sont les voies d'émission optimales et nous n'avons toujours pas trouvé de modèle satisfaisant qui pourrait fonctionner proprement pour ce qui est du changement climatique. Donc, au lieu de prendre ces informations peu satisfaisantes, nous avons décidé d'utiliser les données du GIEC de 2007 en disant qu'il est nécessaire que les émissions soient stabilisées à 450 ppm en 2050. Et nous avons travaillé sur cela parce que ça permettait de limiter de façon très stricte les niveaux d'émissions. Donc, quel est le point de vue que nous avons adopté? Nous voulons effectuer une analyse normative. Et l'approche normative suppose que nous soyons des observateurs éthiques. Et donc, nous avons ce flux infini ou cet ensemble de flux d'utilité infini et nous avons des vues éthiques qui sont résumées dans cette fonction. Ensuite, nous allons maximiser la fonction de bien-être en utilisant notre flux d'utilité pour une génération et ce, dans les limites du faisable. Ici, vous avez des observateurs éthiques utilitaristes, et si les observateurs éthiques sont des maximiseurs ou des rawlsiens, ils peuvent maximiser le niveau de bien-être qui peut être maintenu pour toujours. Donc, on suppose maintenant qu'on a cette incertitude par rapport à l'avenir des générations, par rapport à l'existence des générations futures. On suppose qu'il y a une probabilité exogène que l'espèce humaine disparaisse à une date donnée. Donc, on sait qu'il y a une probabilité d'extinction de l'être humain, mais l'observeur éthique veut néanmoins prendre cette probabilité comme un fait acquis. Et donc, si le monde doit durer exactement T générations, et si nous nous attendons à ce que l'utilité d'une voie infinie soit telle que décrite ici pour cette génération, à ce moment-là, la probabilité que l'humanité soit extincte, vienne à extinction à la deuxième génération, etc., etc., etc. Donc, plus particulièrement, dans le cas des utilitaristes, vous avez ce flux d'utilité. Donc, dans le cas de l'utilitariste éthique qui fait face à l'incertitude, cet observateur éthique utilitariste devient utilitariste avec le taux d'actualisation qui est ici. Maintenant, si d'un autre côté, vous avez un observateur éthique qui est à la fois un durabiliste et utilitariste, alors ce que fait le programme d'optimisation va être d'optimiser ici, au niveau des utilités, pour la durée de la vie de l'espèce humaine. Dans les deux cas, bien entendu, il y a la contrainte de la voie faisable. Donc maintenant, permettez-moi de spécifier
en économie, nous allons élaborer à partir du modèle A, qui est celui que nous avons le plus étudié. Donc, l'utilité est fonction de la consommation et des loisirs. Il y a une fonction de production qui est basée sur la consommation ici, et ici la main-d'œuvre. La production utilise la consommation et l'investissement. L'investissement est utilisé pour créer du capital. Et nous avons l'éducation, qui est le moteur qui crée le capital humain et qui est défini par ce qu'on appelle la technologie de l'éducation. Donc, quelles observations? Ici, vous avez le taux auquel la main-d'œuvre qualifiée peut se reproduire d'une génération à l'autre. Et ici, vous observez que ce modèle n'est pas standard dans la mesure où le loisir ici n'est pas simplement exprimé en nombre d'heures non travaillées, mais vous avez également l'éducation qui est intégrée au loisir. Donc, peut-être est-il possible de critiquer cela et de dire que c'est élitiste dans la mesure où plus vous êtes éduqué, plus vous avez de loisirs, mais nous considérons ici que l'éducation vous donne plus d'options d'utilisation des heures de loisirs. Et plus spécifiquement ici, voici les trois modèles que nous avons vus. Vous avez l'utilitarisme actualisé, nous avons le modèle de durabilité et d'utilitarisme et celui de durabilité, sans incertitude. Donc voici ici les modèles. Nous savons quelle est la solution première, pas aux deux autres. Donc ce que nous prouvons, c'est que si nous voulons être durabilistes et utilitaristes, nous avons le théorème de Thorndike qui dit que dans les conditions initiales ici, nous pouvons maintenir ce niveau de bien-être pour toujours. Par ailleurs, si nous sommes ici à distance de la ligne pleine, alors nous pouvons définir une voie optimale le long de laquelle les conditions sont optimales et il va finir par aboutir à notre trait plein. Nous savons également que le programme de durabilité dans des conditions d'incertitude converge avec celui de l'utilitarisme, mais que par contre le programme utilitariste actualisé ne converge pas systématiquement. Donc si le taux d'actualisation si ici le taux d'actualisation est suffisamment bas, le DU2 converge et les utilitaristes et les durabilistes vont recommander des voies différentes. Et là, nous n'avons pas inclus la croissance. C'est un modèle dans lequel il n'y a pas de communauté de production. Et dans ce cas, quand vous avez le DU2 qui converge, les deux observateurs aboutiront aux mêmes recommandations. Plus intéressant, car ça, c'est le cas plus réaliste. Lorsque le DU2 diverge, alors ce que nous constatons, c'est que la solution à R2 est la même que la solution pour SUS2. Donc cela veut dire que lorsque nous prenons un observeur éthique rawlsien, celui-ci peut ignorer l'incertitude parce qu'en fait, on obtiendra le même résultat. Ce qui veut dire qu'on a suffisamment de production, qu'on n'a pas besoin de se soucier de l'existence des générations futures. Laissez-moi avancer maintenant. Donc ça, c'est l'option contre-utilitariste. Quand on a divergence, on sait qu'il y a des composantes et des critères qui sont plus importants. Et ici, ce que nous voyons,
c'est que les cheminements suivis pour DU laisseraient les générations, les premières générations, avec de très faibles niveaux d'utilité. Donc, passons au modèle B. À partir des résultats et des chiffres que nous avons déjà vus et des raisons pour lesquelles nous pouvons ignorer l'incertitude, donc nous allons introduire des facteurs comme l'éducation et le capital, mais également d'autres aspects dont nous pensions qu'ils étaient inappropriés quand on parlait de bien-être. Donc nous allons construire un modèle qui articule la problématique du changement climatique, les utilités ou le bien-être humain, insiste entre autres sur la consommation et les loisirs. Donc plus particulièrement, dans notre notion du bien-être, nous allons introduire les concepts d'éducation et de loisirs, et donc dans l'étalonnage, dans la calibration, nous allons les pondérer fortement. Ici, ça représente 90% du bien-être, et nous incluons également les concepts donc d'éducation, mais ça je l'ai déjà dit, parce que l'éducation non seulement rend le travail plus productif, mais augmente également la valeur du temps de loisir. Nous avons introduit la connaissance qui non seulement rend la production plus productive, mais qui, par ailleurs, sous la forme de culture et de science, améliore l'expérience vécue par chaque personne. Donc nous l'avons intégré également dans notre équation. Et enfin, nous avons intégré l'environnement qui se mesure en concentration de CO2 jusqu'à un niveau que nous considérons comme catastrophique et qui équivaut à une augmentation de 6 degrés de la température. Et l'idée est que nous profitons de l'environnement jusqu'au moment où nous atteignons ces niveaux. Donc, en termes de production, nous avons 3 secteurs de production. Nous avons la production agrégée qui utilise la main-d'œuvre qualifiée, qui utilise du capital physique, qui utilise des connaissances, qui utilise des émissions afin de produire les produits de consommation et donc qui pollue et qui est affecté par l'environnement. Donc, voilà pourquoi le résultat est inférieur à 0. Quand l'environnement se détériore, cela amoindrit les possibilités de production. Nous avons intégré l'éducation comme tout à l'heure et nous avons également intégré la connaissance générée par les investissements en recherche et développement ou investis sur les professeurs, les artistes, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons pris les données du GIEC et nous avons calibré ces modèles en utilisant des données américaines. Donc, nous maintenons le niveau de bien-être des citoyens américains, en fait. Et ce n'est pas parce que nous pensons que c'est ce qui est le plus important, mais c'est simplement pour une raison de disponibilité des données pour calibrer ces modèles. Donc, nous avons utilisé le théorème de Turnpike que je vous ai présenté tout à l'heure et nous avons calculé quel était le niveau maximum de bien-être humain qui pouvait être maintenu pour toujours. Comme nous sommes limités aux données américaines, il nous faut limiter les données d'émission au marché américain. Et nous avons 2 scénarios. Dans le premier scénario, qui serait le plus favorable pour les États-Unis, où l'on poursuit, où l'on maintient le niveau d'émission celui qu'ils ont actuellement, ou au scénario 2, les États-Unis auraient les mêmes émissions par habitant, soit approximativement 4% des émissions mondiales. Et nous sommes dit que cela nous donnait une limite supérieure et inférieure sur les niveaux de bien-être qui peuvent être maintenus aux États-Unis. Avec ce type de calibration, voici ce que nous obtenons. Vous avez
génération sur 25 ans. Vous voyez que dans le scénario 1, où les Américains maintiennent le même pourcentage d'émissions qu'aujourd'hui, il est possible de maintenir de bien-être aux États-Unis à 26%, un niveau 26% supérieur au niveau de référence qui est l'année 2000. Dans le scénario pessimiste, on peut encore maintenir ce bien-être pendant une période très prolongée à 17% supérieure à l'année de référence. Et celui-ci se maintient toujours. Alors, quelles sont les implications? Qu'est-ce que l'on peut inférer de ces deux scénarios? Si l'on augmente le stock de capital physique, on investit dans les connaissances avec une augmentation qui est en fait triplée. Comme je l'ai dit auparavant, c'est une véritable durabilité, une pérennité ou un état de bien-être permanent. Est-ce que l'on peut considérer par conséquent ce que l'on appellera une croissance pérenne ou durable, c'est-à-dire le niveau maximum de bien-être que l'on peut garantir, si bien que chaque génération aura un niveau au moins une fois d'un point supérieur à celui de la génération précédente. Donc on a un taux de croissance qui se tient à 2% dans notre modèle. À partir de cela, il apparaît clairement que si nous voulons maintenir la croissance, il y a des sacrifices à faire sur la première génération. Quelles sont ces implications pour la première génération? Eh bien, le coût pour cette première génération, ceux-là sont très faibles. Maintenant, si l'on voulait justifier, maintenant éthiquement, ce serait peut-être encore plus difficile de vouloir justifier un bien-être des générations futures sans sacrifier les premières générations. La première justification, c'est que vous voyez les différentes trajectoires ici avec une durabilité permanente, une croissance de 1%, une croissance de 2%, avec le bien-être des première, deuxième, troisième, quatrième génération, etc. Vous voyez ici que l'effet sur le bien-être de la première génération est suffisamment réduit pour justifier ce sacrifice. Je voudrais maintenant passer à la deuxième question, qui est celle de l'équité intragénérationnelle. Parce que l'élément clé de cette croissance va reposer notamment sur l'éducation. C'est ce dont nous avons besoin. C'est l'élément différentiel dans ce modèle où on veut garder le modèle de croissance et celui où l'on veut maintenir un bien-être permanent. Donc, l'équité intragénérationnelle, comme je vous l'ai dit, pour cet élément, j'ai peu d'éléments à vous communiquer aujourd'hui, mais nous pensons que l'éléphant aujourd'hui, l'éléphant qu'il y a dans la pièce aujourd'hui, c'est la question de partager les responsabilités entre nations. Il y a le Nord-Sud, mais il y a aussi Chine, États-Unis. Essayer de calculer le meilleur moyen de façon à ce que le Nord et le Sud convergent en 3 générations, c'est-à-dire 2075. Et qu'il y ait une synchronisation par la suite, c'est-à-dire que l'on se maintienne à un taux de croissance de 2% pour toujours. Et en particulier, cela va inclure une spécification des droits d'émission pour le Nord et pour le Sud, qui pourrait servir de base aux négociations pour l'équilibre. Nous avons étendu le modèle à 2 agents. Donc, le modèle, vous avez éducation, capital et connaissances ici. J'ai quasiment terminé.
avec trois différences. La première, c'est que l'on permet les transferts. La production du Nord est la même, production du Nord, production du Sud, mais on donne la possibilité de transfert du Nord vers le Sud et du Sud vers le Nord. Et puis, nous autorisons aussi la possibilité de diffusion des connaissances, le Nord étant le leader dans cette production de connaissances, alors que la génération de connaissances dans le Sud est une association de connaissances locales et le fruit de la diffusion de connaissances qui viennent du Nord vers le Sud. Donc, avec ce type de modèle, nous avons trois programmes. Le premier étant celui que j'ai déjà décrit, c'est-à-dire une convergence et une croissance permanente du bien-être, sachant que l'ensemble des générations doivent avancer à un taux de G de 2%. Et puis, il y a dans le deuxième scénario le bien-être maximum. Donc, je vous montre le graphique et puis je vais m'arrêter là. Donc, le bien-être maximum que la première génération du Sud peut obtenir, sachant qu'avec une croissance à 2% dans le Nord, il doit y avoir une évolution dans le Sud. L'idée étant que, ici, vous voyez, c'est la génération 1, c'est très préliminaire, donc voici ce que serait la voie optimale de convergence en période 3. Et vous voyez qu'ici, on ne peut pas faire grand-chose pour le bien-être du Sud parce que le Sud est contraint par des problèmes d'éducation pour la première génération. Donc, on fait la même chose et plutôt qu'optimiser le bien-être du Sud dans la première génération, on va optimiser le bien-être de la deuxième génération. Et les résultats étant préliminaires, voici néanmoins un graphique qui présente les modes de croissance du Nord et du Sud qui convergent vers le Nord. Donc la synthèse de mon exposé, on a un problème de maximisation du bien-être intergénérationnel et intragénérationnel. Nous avons pris le point de vue de l'observateur éthique de la durabilité et dans notre modèle, nous avons tenu compte de l'ensemble des aspects que je n'ai plus le temps de résumer ici. Et différents articles ont été publiés à ce sujet. Ces deux premiers sont disponibles sur Internet, ont déjà été publiés. Les deux autres sont en cours de rédaction. Merci de votre attention. Donc je vais être très rapide et je voudrais dire combien c'est un plaisir que de discuter avec l'orateur. Mais bien entendu, il y avait beaucoup de documents et je viens d'en recevoir un qui s'intitulait « Analyse dynamique du bien-être humain dans un contexte de réchauffement mondial ». Et je voulais remercier les auteurs parce que cet article est très intéressant. Il traite de la faisabilité des réductions des émissions de CO2, mais pas en fonction du PIB, mais en fonction des utilités. Et je pense que l'originalité de cet article tient au fait qu'il combine une théorie des choix sociaux et une évaluation des politiques publiques. Il traite d'équité intergénérationnelle et vous avez défini deux critères. Le premier est qu'il convient de ne pas réduire les utilités dans le temps. Et le deuxième critère consiste à voir s'il est faisable d'atteindre un taux de croissance constant. L'article
contient des éléments qui n'ont pas été cités dans la présentation, mais il y a une enquête très détaillée de la connaissance scientifique environnementale qui est très intéressante. En résumé et très brièvement, le travail peut être alloué à la production, à l'éducation, à la recherche, au savoir et au loisir. L'utilité va dépendre de la consommation standard et des loisirs, mais également de la connaissance et de la qualité de la biosphère. Le résultat est qu'il est possible de réduire les émissions de CO2 sans pour autant réduire le bien-être humain. Et par ailleurs, pour augmenter les utilités, il faudra consacrer plus de travail à l'éducation et à la consommation. Je pense que les caractéristiques principales de cet article sont les utilités utilisées, les critères sociaux proposés et la méthode appliquée. Pour insister sur les utilités, l'utilité dépend de la qualité de la biosphère, ce qui fait la différence entre le niveau catastrophique d'émissions et les émissions dans l'atmosphère. Nous devons noter une chose, à savoir que le niveau catastrophique est exogène et constant. Une autre chose que je trouve très intéressante au niveau de la méthodologie appliquée, c'est le fait que les émissions soient exogènes et que l'on évite les problématiques d'incertitude. C'est ce que je voudrais reprendre très rapidement en parlant de l'incertitude et combien cette incertitude pourrait affecter vos résultats. Je pense que l'un des points très importants dans le cadre du débat sur le climat, c'est le niveau catastrophique et le fait qu'il perdure une incertitude par rapport à ce niveau catastrophique. Et si nous prenons ce niveau catastrophique comme évoluant dans le temps, et si nous considérons l'incertitude par rapport à ce niveau catastrophique, on voit qu'il diminue dans le temps grâce à la recherche. Donc tout est problème de comparaison, car à ce moment-là, nous n'avons plus la même fonction d'utilité à chaque génération. J'aimerais donc poser une question générale, à savoir comment tenir compte de la fonction d'utilité et du fait qu'elle puisse être modifiée d'une génération à l'autre, dans la mesure où vous voulez prendre le caractère durable des utilités. Ensuite, une autre question sur l'incertitude pour les générations suivantes que vous avez présentée dans votre premier modèle, le modèle A, et que vous avez repris pour exposer le modèle B. Je pense que vous avez combiné les deux modèles et ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que l'incertitude pour la génération suivante modifie votre modèle. Donc, deux suggestions. La recherche dans votre modèle joue un rôle clé car elle augmente la productivité. Néanmoins, pourriez-vous analyser et nous dire si la recherche abaisse le facteur de pollution, ce qui résulterait en une économie qui serait moins polluante? Et par ailleurs, nous voyons qu'il y a un problème par rapport aux dommages catastrophiques et la recherche pourrait être utilisée pour extraire l'information et pour arriver à un meilleur niveau de précision par rapport aux dégâts, aux dommages. Je pense que je vais m'en tenir là, car je pense que cela suffit comme question.